Il n'aurait jamais imaginé que la terre puisse cacher quelque chose capable de lui briser la voix, de lui couper le souffle et même de fissurer les plus vieilles certitudes qu'il portait en lui. Pour Stéphane Leclerc, manœuvrer une pelleteuse était une routine aussi naturelle que de respirer. Cela faisait 16 ans qu'il faisait la même chose, jour après jour, dans différents chantiers éparpillés dans la campagne provençale. Et même si le monde changeait autour de lui, il restait le même, silencieux, dur, mécanique, comme une machine de plus dans le vacarme du travail. Sa vie personnelle était aussi aride que le sol qu'il remuait. Divorcé depuis 3 ans, il vivait dans une vieille maison de campagne qui ressemblait plus à un entrepôt d'outils qu'à un foyer. Il mangeait debout, dormait mal et parlait peu. La plupart des soirs, il restait assis devant la télévision éteinte, écoutant seulement le bourdonnement électrique de la maison, un son qui semblait amplifier le vide de son existence. Parfois, il ne savait même plus pourquoi il continuait à se réveiller à 4 heures du matin pour aller travailler. C'était une habitude, ou peut-être une façon de ne pas trop penser. Ce à quoi il pensait, en revanche, ce qu'il ne pouvait jamais ignorer, c'était la douleur. Un couteau permanent planté dans la région lombaire, un châtiment qu'il avait appris à supporter avec un mélange d'entêtement et de résignation. Sa blessure, une hernie discale, l'accompagnait partout, au travail, dans la cuisine, aux toilettes, dans son lit. Le médecin l'avait prévenu que sans chirurgie, la situation empirerait, mais le mot « paralysie » avait suffi pour qu'il ferme la porte à cette option. Il préférait la douleur à l'idée de ne plus jamais marcher. Au moins, ainsi, il pouvait continuer à travailler, à bouger, à être utile à quelque chose. Le chantier où il était affecté ce mois-ci était un terrain immense, une future zone commerciale à la périphérie d'un village en Provence. Le genre de projet qui promettait des mois de poussière, de soleil écrasant et de bruits incessants. Stéphane n'attendait rien de différent. Café noir à l'aube, main rêche sur les commandes, le soleil frappant sans pitié. Tout était comme d'habitude. Mais ce matin-là, alors qu'il déplaçait de la terre dans un secteur où les indications de l'ingénieur avaient marqué qu'il fallait creuser plus profondément, la pelleteuse s'arrêta brusquement. Elle ne cala pas, ne vibra pas, ne fit aucun bruit étrange, elle cessa simplement d'avancer, comme si au lieu de la terre, elle avait mordu quelque chose d'invisible mais de solide. Stéphane fronça les sourcils. Il essaya de nouveau. Rien. Le godet métallique refusait de pénétrer le sol. Agacé, il descendit de la cabine, étirant son dos avec un grognement de douleur, et s'approcha du bord du trou. À première vue, il ne voyait que de la terre ocre et sèche, mélangée à quelques éclats de roches calcaires. Il s'agenouilla avec effort, le genou craquant, et passa la main sur la surface. Et c'est alors qu'il le sentit, une texture lisse, fraîche malgré la chaleur ambiante, trop régulière pour être naturelle. Quelque chose était là-dessous. Il appela l'un de ses collègues pour qu'il lui apporte une pelle. Il commença à creuser avec précaution, le métal de la pelle grattant doucement contre l'objet caché. À mesure qu'il écartait les premiers kilos de terre, une couleur claire émergea de l'obscurité du sol. Ce n'était pas de la pierre ordinaire, ni du béton. C'était quelque chose de plus délicat, de plus travaillé. Les autres ouvriers, leur curiosité piquée, s'approchèrent, formant un cercle silencieux autour de lui. La forme commença à se révéler peu à peu. D'abord une courbe douce, puis une ligne qui semblait faire partie d'un pli sculpté, et soudain, un visage. Un visage féminin aux yeux fermés, avec une expression si sereine qu'elle en devenait presque troublante. La bouche était légèrement incurvée, comme si elle priait en silence. Les mains étaient jointes, les doigts fins, trop détaillés pour être le produit d'un enterrement fortuit. Les hommes se regardèrent sans savoir quoi dire. L'un d'eux, un ancien nommé Jean Dubois, se signa immédiatement, le visage grave. Un autre recula d'un pas, comme si cette chose ne devait pas être là. La statue était presque de la taille d'une personne, intacte malgré les années qu'elle avait dû passer sous terre. Elle n'avait ni fissure, ni dommages importants. C'était comme si quelqu'un l'avait délicatement placée dans une chambre souterraine puis l'avait oubliée. L'ingénieur, Nicolas Martin, arriva, visiblement agacé par l'interruption, mais en voyant la silhouette, il resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il se racla la gorge, comme s'il avait honte d'avoir ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Il déclara que cela ne figurait sur aucun registre, qu'il n'y avait aucune documentation préalable de structures anciennes dans la zone. C'était une nuisance, un obstacle, et il fallait l'enlever de là au plus vite. Stéphane ne répondit pas tout de suite.
Il resta à observer la statue, essayant d'identifier pourquoi le geste des mains, le drapé du manteau, le visage incliné, lui semblait si familier. Il avait vu des images similaires chez sa grand-mère Marie quand il était enfant. La Vierge. La Vierge en prière. Mais celle-ci était différente. Il y avait quelque chose en elle qui lui donnait l'impression d'être observé, bien que ses yeux fussent fermés. Martin insista pour qu'on la retire. « Mettez-la sur le côté, mais sortez-la de là, maintenant. » dit-il, exaspéré. « On n'est pas ici pour déterrer des musées. » Stéphane, sans trop savoir pourquoi, répondit qu'il l'emporterait. Il le dit avec une rapidité qui le surprit lui-même. Il n'était pas un homme impulsif, mais cette figure éveillait en lui une sensation endormie depuis des années, une sorte d'inquiétude mêlée à quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. 3 ouvriers l'aidèrent à soulever la statue et à la charger à l'arrière de sa vieille fourgonnette. Elle était lourde, mais pas autant qu'il l'aurait imaginé pour sa taille. Tandis qu'il l'installait, Stéphane sentit au bout de ses doigts un léger picotement, une chaleur qui se dissipa avant qu'il ne puisse l'identifier. Ce soir-là, en arrivant chez lui, il déchargea la statue dans le garage et la laissa appuyée contre le mur, entre des pots de peinture, de vieilles caisses et des outils rouillés. Il ferma la porte, mais en le faisant, il ressentit une étrange pointe dans la poitrine, quelque chose de semblable à une nostalgie soudaine. Il ne comprenait pas pourquoi. Ce n'était que de la pierre, seulement une statue abandonnée sous terre. Pourtant, avant d'aller se coucher, il retourna au garage et la regarda une fois de plus. Et dans ce silence, dans cet espace rempli d'odeurs d'huile et de métal, la silhouette semblait briller d'une lumière pâle dont il aurait juré qu'elle ne provenait d'aucune ampoule. Il referma la porte, cette fois plus rapidement. Il ne voulait pas l'admettre, mais quelque chose à l'intérieur de lui avait commencé à bouger. Durant les jours suivants, Stéphane tenta de se convaincre qu'il ne pensait pas à la statue, qu'il n'avait aucune raison de le faire, que ce n'était qu'un objet étrange trouvé sur un terrain vague. Mais chaque fois qu'il revenait du travail et passait devant le garage, une petite partie de lui, insistante, le poussait à ouvrir la porte et à entrer. Au début, il le faisait juste pour jeter un coup d'œil, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là, qu'elle n'était pas tombée ou ne s'était pas brisée. Plus tard, il ne savait plus pourquoi il entrait. Il entrait, c'est tout, comme quelqu'un qui regarde par une fenêtre sans s'en rendre compte. La silhouette restait dans le même coin, délicatement appuyée contre le mur. Parfois, la lumière de la rue se filtrait à travers les fentes de la porte et semblait envelopper le manteau de la Vierge d'un doux éclat. D'autres fois, quand tout était sombre, la statue semblait absorber la noirceur et la renvoyer transformée en un calme étrange, comme s'il y avait un silence plus profond autour d'elle que dans le reste du garage. Stéphane essayait de ne pas trop s'approcher. Il ne voulait pas la toucher à nouveau. Il se souvenait encore du léger picotement ressenti le premier soir. Il se dit que c'était sûrement la fatigue, ou la vibration du travail, ou simplement son imagination, mais au fond, tout au fond, il savait que ce n'était aucune de ces choses. La douleur au dos était toujours présente, bien que certains matins, au réveil, elle lui sembla moins intense. Il pensa qu'il dormait peut-être mieux, même s'il n'avait rien changé à sa routine. Il attribua l'amélioration à une coïncidence, autant, à n'importe quoi sauf à la statue dans son garage. Et pourtant, quelque chose en lui savait que la coïncidence était rarement aussi insistante. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il ne put plus l'éviter. Il ouvrit la porte du garage avec l'intention de prendre un outil rangé dans une boîte, mais dès qu'il entra, il remarqua un arôme léger et doux dans l'air. Ce n'était pas de l'huile, ni de la poussière, ni de l'humidité. C'était quelque chose de floral. Il resta immobile, inspira plus profondément. L'odeur était là, subtile mais indubitable, comme une brise qui n'avait aucune raison d'exister à l'intérieur d'un garage fermé. Il s'approcha de 2 pas. L'arôme devint plus fort, plus chaud. Alors il regarda la statue. La Vierge était toujours la même, avec ses mains jointes et son visage serein, mais il sembla à Stéphane que l'expression était différente, comme s'il y avait une nuance qui n'était pas là avant, quelque chose d'imperceptible mais de réel. Il recula un peu, sentant son cœur commencer à s'accélérer sans raison logique. Il chercha l'interrupteur et l'alluma, comme si l'électricité pouvait éclaircir quelque chose qui n'appartenait pas au monde physique. L'ampoule lui illumina l'espace, mais ne changea rien. L'arôme était toujours là, la statue était toujours là, la sensation était toujours là. Il sortit du garage et ferma la porte d'un coup, essayant de reprendre son souffle.
Il se dit qu'il irait voir le médecin pour son dos, que la fatigue affectait son odorat, qu'il avait peut-être ouvert un flacon sans le vouloir. Mais aucune de ces excuses ne parvenait à le convaincre. La nuit fut longue. Stéphane dormait et se réveillait par intermittence, rêvant de choses qu'il ne se rappelait pas mais qui lui laissaient une sensation d'angoisse, comme s'il avait marché dans un lieu rempli de brouillard. Quand le jour se leva enfin, il se leva sans rien se dire, chercha des vêtements propres et partit travailler. Pendant des heures, dans la pelleteuse, il essaya de garder son esprit occupé, la terre, les signaux de l'ingénieur, les mouvements des leviers, les bruits constants. Tout aurait dû suffire à le distraire. Cependant, alors que le soleil commençait à décliner et qu'il ne restait que quelques minutes avant de finir, il sentit une piqûre dans le dos, une douleur aiguë si familière qu'elle le paralysa presque. Il s'arrêta, respira profondément, ferma les yeux, et quand il les rouvrit, la douleur avait diminué de façon abrupte. Elle ne s'était pas complètement évanouie, mais le changement fut si soudain que la surprise le laissa immobile un instant. Ce n'était pas normal, ça ne pouvait pas être normal, et pourtant il ne dit rien à personne. En arrivant à la maison, il s'attendait à trouver le garage comme d'habitude, sombre, silencieux, plein d'odeurs de métal. Mais à peine eut-il ouvert la porte qu'il sut que quelque chose avait changé. L'arôme floral était de nouveau là, cette fois plus fort, plus vivant, comme s'il venait d'entrer dans un jardin clos. Il ferma les yeux un moment, essayant de se calmer, et quand il les rouvrit, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Il y avait une ombre légère, presque transparente, derrière la statue. Elle ne bougeait pas, n'avait pas de forme définie, mais c'était une présence. Stéphane fit un pas en arrière sans s'en rendre compte. Ses mains tremblaient. Il ne voulait pas s'approcher. Il ne voulait pas vérifier si c'était un jeu de lumière ou autre chose. Quelque chose en lui, de profond, presque instinctif, lui disait de ne rien toucher, de ne pas avancer, de ne pas parler encore. Mais l'ombre disparut en un clin d'œil, comme si elle n'avait jamais été là. L'odeur, cependant, demeura. Stéphane ferma la porte lentement, sans quitter la statue des yeux, et pour la première fois depuis son enfance, il ressentit quelque chose qu'il avait oublié, la peur. Pas la peur brutale et violente de celui qui affronte un danger immédiat, mais cette peur silencieuse, spirituelle, celle qui s'infiltre sous la peau lorsque l'inconnu touche quelque chose de très ancien et de très fragile en soi. Cette nuit-là, il ne dormit pas du tout. Il resta dans la cuisine, assis devant une tasse de café froid qu'il ne but pas, essayant de mettre de l'ordre dans des pensées qu'il ne voulait pas admettre. Il y avait quelque chose dans cette statue qui n'appartenait pas simplement au domaine matériel, quelque chose qui exigeait son attention, son respect, peut-être même sa foi. Et Stéphane n'avait jamais été un homme de foi, mais quelque chose changeait en lui, même s'il ne le comprenait pas encore. Quelque chose qui avait commencé le jour où la pelleteuse avait refusé d'avancer. Stéphane décida qu'il en avait assez. Il n'était pas prêt à continuer à ressentir la terreur dans sa propre maison à cause d'un bloc de pierre. Ce matin-là, avant d'aller au travail, il ouvrit le garage, déterminé à déplacer la statue dans le jardin arrière ou même à la laisser dans la rue. N'importe quoi serait mieux que de continuer à vivre avec cette sensation d'être observé par quelque chose qui ne devrait pas être là. Mais en entrant, il s'arrêta net. L'arôme doux avait complètement disparu. Il n'y avait ni ombre, ni éclat étrange, ni aucune trace de la présence inquiétante qu'il avait sentie la nuit précédente. Le garage était redevenu ce qu'il avait toujours été, un espace froid, gris, rempli de choses sans valeur. La statue était immobile, comme au premier jour, le visage serein et les mains jointes, si inoffensive qu'il lui parut presque ridicule d'en avoir eu peur. Stéphane soupira, essayant de se convaincre que son esprit lui avait joué un mauvais tour. Mais au fond, il savait que ce n'était pas son imagination. Ce qu'il avait vu ou senti n'appartenait pas au monde quotidien. Quelque chose avait bougé au-delà du visible. Sur le chemin du travail, il essaya de se concentrer sur la routine, mais ce matin-là, la douleur au dos se manifesta à peine. Il sentait une tension, oui, mais pas cette brûlure aiguë qui lui parcourait la colonne vertébrale et l'obligeait à s'arrêter de temps en temps. Pour la première fois depuis longtemps, il bougeait avec aisance, sans traîner les pieds. Il se disait qu'il entrait peut-être dans une période d'amélioration, quelque chose de temporaire. Il ne voulait pas le lier à la statue, il ne voulait pas ouvrir cette porte, mais elle était déjà ouverte. Pendant qu'il manœuvrait la pelleteuse, les autres ouvriers remarquèrent le changement. Ils le virent marcher sans se voûter. Ils l'entendirent parler plus que d'habitude,
et l'un d'eux plaisanta même en disant qu'il semblait avoir rajeuni. Stéphane fit semblant de ne pas y prêter attention, mais au fond, cette facilité de mouvement le déconcertait plus que n'importe quelle ombre dans le garage. Pendant une pause, Jean Dubois, l'ouvrier le plus âgé, s'approcha de lui avec un café à la main. Il avait des yeux expérimentés, de ceux qui reconnaissent quand quelque chose inquiète les autres. « Tu as l'air différent, Leclerc » lui dit-il d'une voix grave. « Ça va, Stéphane ?» Il hésita. Il aurait pu mentir, comme toujours. Il aurait pu dire « Je suis fatigué, j'ai mal dormi », tout pareil. Mais quelque chose dans le visage de l'homme, dans son ton serein, lui fit baisser la garde. « On a trouvé cette statue, tu te souviens ?» murmura-t-il. Depuis, il se passe des choses. Jean Dubois ne parut pas surpris. En fait, son expression devint encore plus sérieuse. Les images de la Vierge n'apparaissent pas comme ça, sans raison, commenta-t-il. Quelqu'un l'a mise là, et si elle était enterrée, c'est pour une bonne raison. Stéphane fronça les sourcils. Je ne crois pas à ces choses-là. Pas besoin d'y croire, répondit Jean Dubois. Quand quelque chose veut se faire remarquer, il le fait. L'ouvrier s'éloigna sans rien ajouter, laissant Stéphane avec un nœud dans la gorge qu'il ne savait pas défaire. C'était comme si l'homme avait confirmé une crainte qu'il n'osait pas s'avouer. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, il ouvrit le garage avec précaution. Tout était pareil. Il s'approcha lentement. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, il décida de l'observer vraiment, non pas comme un objet, mais comme quelque chose qui portait peut-être une histoire. Le manteau sculpté semblait onduler, bien qu'il fût de pierre. Les mains jointes avaient une douceur qu'on n'obtenait pas avec des outils modernes. Le visage avait un détail si délicat qu'il semblait impossible qu'il ait survécu intact sous terre. Et ce qui attira le plus son attention, ce furent les lèvres. Une ligne très fine, si subtile que seule une certaine lumière semblait la courber en un sourire imperceptible. Pendant qu'il l'examinait, l'arôme floral revint, non pas d'un coup, mais comme un murmure qui s'étendait lentement. Stéphane ferma les yeux, s'attendant à ce que la peur revienne, mais elle ne revint pas. Ce qu'il ressentit fut le calme, un soulagement chaud qui descendit le long de son dos comme une vague d'eau tiède. L'endroit même où il ressentait habituellement des élancements insupportables recevait maintenant une caresse invisible. Sa respiration devint plus lente, plus profonde. Il ne comprenait rien, mais il n'avait pas non plus la force de s'éloigner. Alors cela se reproduisit. L'air, un instant, parut se densifier, non comme une menace, mais comme une présence silencieuse qui s'approchait d'un coin invisible du garage. Il n'y avait pas d'ombre, pas de silhouette, mais Stéphane sentit qu'il n'était pas seul. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa. Il ne savait pas quoi demander ni à quoi s'attendre. Il savait seulement que ce n'était pas le produit de son imagination. Un léger frémissement parcourut les bords de l'espace. Ce n'était ni froid ni chaud. C'était quelque chose de doux, de ténu, comme une respiration qui frôlait le réel, une fenêtre ouverte sur un lieu qu'il ne comprenait pas. Et puis l'odeur de rose devint plus intense. Pas étouffante, pas artificielle. C'était l'odeur exacte qu'il avait sentie quand il était enfant, lorsque sa grand-mère Marie allumait des bougies devant une petite image de la Vierge sur la table de la cuisine, une odeur qu'il avait complètement oubliée jusqu'à cet instant. Il sentit ses yeux s'embuer sans savoir pourquoi. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas de la peur, ni de la confusion. C'était une sensation plus profonde, comme si quelque chose en lui, quelque chose qui dormait depuis des années, venait d'être touché doucement. La lumière dans le garage clignota une seule fois. Subtilement. Puis tout redevint normal. L'arôme disparut, comme si quelqu'un avait fermé une porte. Stéphane porta les mains à son visage et respira plusieurs fois. Il sentait son cœur battre fort, non pas de terreur, mais d'une sorte d'émotion qu'il ne savait pas gérer. Il resta là plusieurs minutes sans dire un mot. Il n'avait pas besoin de parler pour comprendre que ce qui s'était passé n'était ni un accident ni un tour de son esprit. Quelque chose communiquait avec lui, non pas directement, non pas avec des mots, mais avec des sensations qui atteignaient les endroits où la logique n'avait pas de prise. Quand il sortit enfin du garage, il le fit plus lentement. Il ferma la porte avec un soin étrange, comme s'il y avait quelqu'un qui se reposait derrière. Il se dirigea vers la cuisine, alluma la lumière et s'appuya sur le comptoir, essayant de traiter tout ce qu'il avait vécu depuis qu'il avait déterré la statue.
Il ne voulait pas l'accepter, il ne voulait croire en rien, mais les choses se passaient, que cela lui plaise ou non. Le dos faisait moins mal. L'odeur de rose apparaissait sans explication. L'ombre, le calme, la sensation de compagnie. Cette nuit-là, avant de dormir, il regarda par la fenêtre en direction du garage. Il ne vit rien, juste l'obscurité, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il eut la certitude profonde qu'il n'était pas seul. Les jours suivants s'écoulèrent dans un mélange de normalité et de quelque chose que Stéphane ne savait pas comment définir. Il continuait d'aller au travail, de préparer son café le matin, de parler peu et de trop penser. Mais dans chaque geste quotidien, il y avait une sorte d'attention nouvelle, comme si quelque chose en lui s'était réveillé après des années d'extinction. La douleur au dos diminua encore plus. Elle ne disparut pas complètement, mais elle était si légère qu'il l'oubliait parfois. Il ne se déplaçait plus comme un homme brisé, il ne grognait plus en se levant. Ses collègues commencèrent à se demander ce qu'il faisait de différent. Certains plaisantaient en disant qu'il avait peut-être changé de matelas. D'autres disaient qu'il ressemblait à une personne différente. Stéphane se contentait de sourire maladroitement et de changer de sujet. Quelque chose en lui savait que la statue avait un rapport avec cela, mais il n'osait pas encore affronter cette idée de front. Un après-midi, en rentrant chez lui, il décida d'entrer à nouveau dans le garage, cette fois sans crainte. Cela faisait des jours qu'il ressentait la tentation de parler à la silhouette, même si cela lui paraissait absurde. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait commencé à traiter cet espace comme un lieu à respecter, comme si entre ces murs, quelque chose de sacré respirait sans faire de bruit. En allumant la lumière, l'odeur de rose n'apparut pas. Le garage était silencieux, comme toujours. La statue restait immobile, sereine, les mains jointes, la tête légèrement inclinée dans un geste qui semblait presque humain. Stéphane s'avança lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose d'invisible. Il s'assit sur une caisse en bois en face de la statue. Il passa plusieurs minutes sans parler, essayant de trouver des mots qui ne sonneraient pas ridicules à voix haute. Mais finalement, lorsque la pièce sembla si silencieuse qu'il pouvait entendre sa propre respiration, il réussit à dire quelque chose. « Je ne sais pas ce que vous voulez de moi. » Sa voix était sèche, rauque, comme s'il parlait à un espace vide. « Je ne sais pas si j'imagine des choses, » continua-t-il. « Je ne sais pas si tout ça, ce sont des coïncidences. Je sais seulement qu'il se passe quelque chose. » Il sentit un poids sur sa poitrine, comme s'il confessait quelque chose de honteux, quelque chose qu'il avait gardé sous une carapace de dureté pendant des années. « J'ai passé tellement de temps seul que je ne sais pas quoi faire avec ça, » murmura-t-il. « Avec ce que je ressens quand je suis ici. » Le silence du garage l'enveloppa, mais ce n'était pas un silence froid, c'était un silence chaud, plein, comme si quelqu'un l'écoutait vraiment. « Je ne suis pas un homme bon, » chuchota-t-il en baissant les yeux. « Je ne suis pas quelqu'un à qui il arrive des choses comme ça. Je ne suis digne de rien. » Les mots se défirent dans sa gorge. Il ne savait pas d'où ils venaient. Peut-être d'années accumulées de douleur, de culpabilité, de rage éteinte. Peut-être du sentiment d'avoir échoué en tout, dans son mariage, dans sa famille, dans sa propre vie. Et alors, sans préavis, l'arôme revint. Cette fois, non pas comme un souffle discret, mais comme une brise douce qui l'enveloppa complètement. L'odeur de rose emplit l'espace d'une intensité délicate, non pas écrasante, mais parfaite, comme si elle avait attendu ce moment précis. Stéphane leva la tête. La statue ne bougea pas, ne changea pas, ne brilla pas, mais l'air autour d'elle vibrait d'une présence subtile, presque imperceptible, mais totalement réelle. Une légère chaleur frôla son dos, juste là où il avait l'habitude de ressentir la douleur, et le soulagement qui parcourut sa peau fut si profond qu'il dut fermer les yeux. En les rouvrant, il vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Une larme. Une seule goutte brillante descendait le long de la joue gauche de la statue, si petite que dans tout autre contexte, il l'aurait confondue avec de l'humidité. Mais là, dans cet espace silencieux et sous cette lumière tamisée, elle était indiscutable, une larme parfaite, formée sans explication, qui glissait lentement comme si la pierre avait pris vie un instant. Stéphane se leva d'un bond, reculant, le cœur battant la chamade. Il ne sut s'il devait fuir, s'approcher ou s'agenouiller. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était regarder. La larme poursuivit son chemin jusqu'à s'arrêter au bord du manteau. Elle ne s'évapora pas, ne s'échappa, elle resta simplement là, brillante. Stéphane sentit ses jambes trembler.
Il eut l'impulsion de la toucher, de vérifier si elle était réelle, mais il n'osa pas. Pourquoi? Chuchota Théil, incapable de former une question complète. L'arôme s'intensifia un instant, puis disparut, laissant l'air pur. L'alarme ne bougea plus. Tout était immobile. Stéphane fit un pas en avant, lentement, comme s'il craignait de briser le moment. Il se pencha un peu, approchant son visage sans oser toucher la surface. La goutte brillait sous la lumière jaunâtre de l'ampoule, aussi réelle que n'importe quelle larme humaine. Il sentit un nœud dans sa gorge. L'émotion le submergea d'une manière qu'il n'attendait pas. Sans s'en rendre compte, il se mit à pleurer. Des larmes silencieuses, lourdes, gardées pendant trop d'années. Des larmes qui n'avaient ni nom, ni explication, ni destination. Il s'agenouilla devant la statue. Non par dévotion, non par habitude, non par foi, mais parce que son âme, fatiguée de tant porter, avait trouvé quelque chose qui ressemblait à un refuge. Il ne sut pas combien de temps il resta ainsi, agenouillé, pleurant sans mesurer le temps. Quand il réussit à se relever, l'alarme sur la statue était toujours là, intacte. En sortant du garage, Stéphane se rendit compte que quelque chose avait changé en lui, quelque chose de profond et d'irréparable. Il ne s'agissait plus de douleur ou de curiosité. Il ne s'agissait plus de peur ou de coïncidence. Il savait maintenant que la statue n'était pas dans sa vie par accident. Et même s'il n'en comprenait pas encore le but, une chose était sûre, il n'était pas prêt à s'éloigner de ce qui venait de commencer. À partir de cette nuit, quelque chose commença à changer dans la façon dont Stéphane vivait ses journées. Ce n'était pas un changement soudain, ni dramatique, ni évident pour le reste du monde. C'était un changement interne, profond, comme si une pièce ancienne et oubliée en lui s'était remise à tourner après des années d'immobilité. Le dos, bien qu'encore douloureux parfois, semblait se souvenir de ce que c'était que de se sentir vivant sans torturer chaque mouvement. Il pouvait se pencher sans entendre le craquement sec qui l'accompagnait depuis des années. Il pouvait marcher sans avoir à s'arrêter pour se reposer. Il dormait même mieux, d'un sommeil qu'il ne se souvenait pas d'avoir eu depuis sa jeunesse. Mais au-delà du physique, il y avait l'autre, l'inexplicable, la sensation que dans sa propre maison, il n'était pas seul. Pas une présence menaçante, mais une compagnie silencieuse, douce, comme si les murs respiraient en paix et non avec la froideur habituelle. Stéphane commença à passer plus de temps dans le garage, non pas pour travailler ou ranger, mais simplement pour être là. Il s'asseyait en face de la statue et laissait le silence l'envelopper. Parfois il parlait, parfois il se taisait, parfois il respirait seulement. Il n'attendait pas de réponse, ne cherchait pas de miracle. C'était comme si le simple fait d'être là remplissait une partie de lui qui était restée vide pendant trop longtemps. Mais un après-midi, quelque chose de différent se produisit. Il avait eu une journée épuisante sur le chantier. L'ingénieur était stressé, une machine était tombée en panne et un des nouveaux ouvriers avait commis une erreur qui avait failli provoquer un accident. Stéphane rentra chez lui le corps las et l'esprit encore plus lourd. Il voulait juste s'asseoir un moment avant de se doucher, mais, comme c'était devenu presque inévitable, ses pas le menèrent vers le garage. Il ouvrit la porte, s'attendant à trouver le calme habituel. Cependant, en allumant la lumière, il s'arrêta. L'arôme était là, intense, frais, comme s'il l'enveloppait complètement. Et devant la statue, sur le sol en béton, il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Des pétales. Des dizaines de pétales blancs et rosés, comme s'ils avaient été dispersés avec soin autour de la base de la silhouette. Stéphane cligna des yeux plusieurs fois. Il n'avait pas de fleurs chez lui, n'avait rien acheté. Il n'avait ouvert aucune fenêtre par laquelle des restes d'un jardin auraient pu entrer. Pourtant, les pétales étaient là, doux, parfaits, sans trace de flétrissure. Il s'approcha avec précaution, se penchant pour en toucher un. C'était réel. Pas du papier, pas du plastique. C'était une fleur fraîche, comme si elle venait d'être cueillie quelques minutes auparavant. Sa poitrine se serra. « Je ne comprends pas », murmura-t-il. L'air devint doux, tiède. Une sensation l'entoura depuis son dos, comme si quelqu'un avait posé des mains invisibles sur ses épaules pour soulager le poids qu'il portait. Ce n'était pas un contact physique, mais c'était si clair qu'il pouvait presque sentir la texture du geste. Stéphane posa une main sur sa poitrine. Son cœur battait vite, mais pas de peur. C'était de l'émotion, de l'impact, un étonnement si grand qu'il le laissait sans voix. Un instant,
il pensa qu'il devait appeler quelqu'un, un ami, un prêtre, un voisin, mais il comprit aussitôt que cette impulsion naissait de la peur de l'inconnu, pas d'un véritable besoin. Personne n'allait comprendre ce qu'il vivait mieux que lui-même. Personne ne pourrait traduire ce que ce moment signifiait dans sa vie. Il s'assit en face de la statue, entouré de pétales, et essaya de parler. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire, avoua-t-il. Mais si c'est pour moi, si tout ce qui se passe signifie quelque chose, alors je veux comprendre. Même si ça me coûte, même si je ne crois en rien. » Un silence profond répondit, mais c'était un silence plein, un silence qui avait du poids, qui avait une présence. Stéphane se frotta le visage et déglutit. « Je ne suis pas un homme de foi, dit-il d'un filet de voix. Je ne sais pas prier, je ne sais pas demander, je ne sais même pas si je le mérite. » Tandis qu'il parlait, les pétales semblèrent bouger avec une douceur presque imperceptible, comme si un courant d'air glissait entre eux. Il n'y avait pas de vent, pas d'ouverture, rien n'expliquait ce mouvement délicat, presque comme un soupir. Stéphane resta immobile à observer, et c'est alors qu'il le sentit. Une légère chaleur descendit de sa nuque jusqu'au bas de son dos. Ce n'était pas exactement un soulagement, ni un massage, ni une pression. C'était une présence chaude qui parcourait précisément la zone où la douleur l'enchaînait autrefois à une vie limitée. Il ferma les yeux et laissa échapper un long soupir profond, plein d'une émotion ancienne qu'il ne savait nommer. La chaleur persista plusieurs secondes, puis s'évanouit lentement, comme si elle se retirait vers un espace invisible que Stéphane n'était pas encore capable de comprendre. Il ouvrit les yeux. Les pétales étaient immobiles. L'arôme s'estompait doucement. La statue était toujours immobile, mais Stéphane savait qu'il n'avait rien imaginé, que ce qu'il avait ressenti n'appartenait pas au monde ordinaire. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé, un mot traversa son esprit sans qu'il puisse l'éviter, miracle. Il ne le prononça pas, il n'osa pas, mais il resta là, palpitant dans ses pensées, comme si enfin une partie de son âme était prête à accepter que l'impossible est aussi parfois réel. Cette nuit-là, avant de dormir, Stéphane regarda le garage depuis la porte du couloir. Il ne vit ni lumière, ni ombre, ni signes étranges, seulement la statue entourée de pétales qu'il n'avait pas mis. Cependant, en fermant la porte, il sentit que quelque chose de nouveau avait commencé, quelque chose qui non seulement le touchait de l'intérieur, mais qui semblait préparer le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore mais qu'il savait être en train de l'appeler. Et Stéphane, pour la première fois de sa vie, ne voulait pas fuir cet appel. Au fil des semaines, Stéphane commença à réaliser que ce qu'il vivait n'était ni isolé ni momentané. Une force s'était éveillée, qui semblait agir de manière silencieuse mais constante, comme si la statue avait ouvert une fissure dans sa vie pour laisser passer une lumière qu'il avait niée pendant trop longtemps. Chaque fois qu'il entrait dans le garage, il trouvait quelque chose de différent. Ce n'était pas toujours des pétales, pas toujours l'arôme, mais il y avait toujours une sensation nouvelle, une variation subtile dans l'air, un détail qui semblait placé là pour lui. Certains soirs, la lumière devenait plus douce et chaude, comme si l'espace respirait. D'autres fois, le silence avait une densité qui le faisait se sentir accompagné. Parfois, la statue paraissait plus lumineuse, non par reflet, mais par quelque chose qui irradiait de l'intérieur. Stéphane commença aussi à changer à l'extérieur. Les voisins le remarquèrent en premier. Il ne marchait plus avec la même raideur ni ne saluait par des monosyllabes pressés. Un après-midi, il s'arrêta même pour discuter avec Monique Bernard, la veuve qui vivait à côté. Elle fut surprise de le voir sourire. Un sourire maladroit mais réel, comme s'il venait de se rappeler comment faire après de nombreuses années. Au travail aussi, le changement se reflétait. Il riait plus avec ses collègues, aidait parfois volontairement à des tâches qui ne lui incombaient pas. Jean Dubois l'observait avec un mélange de compréhension et de respect, comme s'il savait exactement ce qui se passait, bien qu'il ne dît mot. Mais tout n'était pas que signes extérieurs. À l'intérieur, quelque chose de plus profond se préparait. Stéphane commença à se souvenir de choses qu'il avait enterrées, la voix de sa grand-mère Marie, priant avec des doigts usés par le travail, le sentiment de sécurité qu'il ressentait dans cette petite cuisine éclairée par des bougies, le regard de sa mère Anne quand elle le voyait dormir sur le canapé, même des moments de son mariage qu'il avait effacés pour ne pas souffrir. Des souvenirs qui avaient été ensevelis sous des couches de silence émergeaient maintenant avec une clarté qui lui coupait le souffle. Une nuit, après une journée particulièrement lourde au chantier, il sentit l'envie irrépressible de retourner au garage, comme si quelque chose l'appelait. En ouvrant la porte,
il se trouva face à quelque chose de différent de toutes les fois précédentes. La statue était entourée d'une lumière blanche et chaude, si faible qu'elle n'illuminait pas l'endroit mais dessinait doucement la silhouette. Ce n'était pas de l'électricité, ni un reflet, c'était quelque chose de plus doux, de plus profond, de plus vivant. Stéphane sentit son corps s'engourdir, non pas de peur, mais de révérence. Il s'avança lentement, presque sans respirer. Lorsqu'il fut à quelques mètres, l'odeur de rose apparut, mais cette fois accompagnée de quelque chose d'autre, une brise légère qui fit bouger ses cheveux, bien que la porte fût fermée et qu'il n'y eût pas de fenêtres ouvertes. « Que veux-tu me montrer » demanda-t-il à peine dans un murmure. Il n'y eut pas de réponse, pas de mots, pas de son, mais alors il se produisit quelque chose que Stéphane n'aurait jamais pu imaginer. La lumière qui entourait la statue commença à s'étendre lentement, comme si la pierre inhalait et exhalait une luminosité propre. Elle n'était pas aveuglante, ni agressive, elle était paternelle, une lumière qui ne cherchait pas à éblouir, mais à envelopper. Et à l'intérieur de cette lumière, Stéphane vit quelque chose. Pas une figure humaine, pas un fantôme, pas une apparition concrète, mais un souvenir. L'image de sa mère Anne penchée sur lui quand il était enfant, le couvrant d'une couverture alors qu'il faisait semblant de dormir. Stéphane ouvrit grand les yeux, surpris. La lumière fluctua doucement, comme pour répondre à son émotion. « Non » murmura-t-il la voix brisée. « Ce n'est pas possible. » Mais l'image ne s'évanouit pas immédiatement. Elle resta là quelques instants, comme si le souvenir avait été tiré d'un coin reculé de son âme et maintenu en l'air par une force qui n'appartenait pas au monde physique. Et puis il vit une autre scène, sa grand-mère Marie, en silence, avec un chapelet entre les doigts, remuant les lèvres dans une prière qu'il avait presque oubliée. Une prière qui résonnait au plus profond de sa poitrine comme un écho ancien. Stéphane tomba à genoux, non par peur, mais par quelque chose de bien plus fort, le sentiment d'être vu complètement, sans filtre, sans masque, sans les couches de dureté avec lesquelles il avait appris à se protéger. « Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi, » dit-il entre deux larmes. « Je ne sais pas ce que je dois faire de ça. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas m'éloigner. Aide-moi juste à comprendre. » La lumière diminua peu à peu jusqu'à disparaître, comme si la statue était épuisée après avoir partagé quelque chose de si intime. L'arôme persista quelques secondes de plus, puis se dissipa. Stéphane resta longtemps à genoux, respirant lentement, essayant d'absorber ce qu'il venait de vivre. Ce n'était pas une vision ordinaire, ni le produit de la fatigue. C'était quelque chose qui lui était adressé, quelque chose qui connaissait ses souvenirs les plus profonds, ses blessures les plus anciennes. En se relevant, ses jambes tremblaient. Il s'appuya contre le mur et regarda la statue. Ce n'était plus seulement de la pierre, ni seulement un objet mystérieux entouré de phénomènes inexplicables. C'était un pont entre ce qu'il avait été, ce qu'il avait perdu et ce qu'il pouvait encore être. Il retourna à la maison à pas lents. Il n'alluma aucune lumière. Il n'avait pas besoin de voir pour savoir que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Il se prépara un verre d'eau et s'assit à la table, les mains tremblantes. Et là, dans ce silence profond, dans ce moment suspendu entre le quotidien et le miraculeux, il prononça pour la première fois depuis de nombreuses années un mot qu'il avait oublié comment dire, « merci ». Il ne savait pas si la statue pouvait l'entendre, il ne savait pas si la présence se manifesterait à nouveau, mais il savait qu'il ne parlait pas seul. Et il savait, sans comprendre comment, que ce n'était pas la fin. C'était à peine le commencement. Les semaines suivantes furent différentes de tout ce que Stéphane avait vécu dans sa vie d'adulte. Ce n'était pas seulement que son dos ne lui faisait presque plus mal, ou qu'il dormait mieux, ou que son humeur avait changé. C'était autre chose, un sentiment de but qui émergeait sans explication logique, sans instruction, sans mots. C'était comme si chaque jour il était doucement guidé vers une direction qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il commençait à comprendre. Il commença, sans trop y penser, à nettoyer le jardin arrière, ce petit rectangle de terre desséché et oublié qui, depuis des années, accumulait des outils rouillés, des morceaux de bois cassés et de vieilles boîtes de conserve. Personne ne comprenait pourquoi il s'était mis à travailler là. Même lui ne le comprenait pas entièrement, mais chaque après-midi, en revenant du chantier, il nettoyait un peu plus, enlevait les débris, nivelait la terre, construisait une base en béton de ses propres mains. Il n'avait jamais eu la main verte. Pourtant, un samedi matin, il se retrouva dans une jardinerie à choisir des rosiers, sans avoir la moindre idée de ce qu'il faisait. Il choisit des rouges, des blancs et des rosés. Il ne savait pas pourquoi,
mais quelque chose en lui disait que ce devaient être des roses. Les mêmes qu'il avait senties dans le garage, les mêmes qui avaient rempli l'air pendant les moments les plus inexplicables. Il les planta autour de la base avec un soin maladroit, sincère. Quand il eut terminé, il se tint debout devant la structure fraîchement construite, respirant profondément. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le jardin arrière de la maison avait de la vie, de la couleur, un sens. Cet après-midi-là, il déplaça la statue du garage au jardin. Ce ne fut pas facile. La silhouette pesait plus que n'importe quel objet qu'il avait porté depuis longtemps. Mais tandis qu'il la déplaçait, il ne sentit aucune douleur, aucune fatigue extrême. C'était comme si une force l'accompagnait, lui apportant un soutien sans intervenir de manière évidente. Il plaça la statue sur la base en béton et recula de quelques pas. Les rosiers fraîchement plantés semblaient s'incliner doucement avec la brise, bien que l'air fût presque immobile. Le manteau sculpté de la Vierge capta un rayon de lumière du crépuscule et le renvoya en un éclat doux et chaud, comme pour lui souhaiter la bienvenue dans son nouvel emplacement. Stéphane s'assit sur l'herbe sans s'en rendre compte. Il n'avait pas de mots pour ce qu'il ressentait, mais il avait une certitude profonde, là, dans ce coin de son jardin, quelque chose avait réveillé une partie de lui qui était morte depuis des années. Avec le temps, les voisins commencèrent à remarquer le changement. La rumeur se propagea de maison en maison. La veuve Monique Bernard, intriguée, s'approcha un jour pour voir le jardin. En observant la statue entourée de roses, elle porta une main à sa poitrine et murmura une prière spontanée. À partir de ce moment, d'autres personnes commencèrent à venir, d'abord timidement, puis plus fréquemment. Non pas parce que Stéphane avait dit quelque chose, non pas parce qu'il avait invité qui que ce soit. C'était comme si la simple présence de la statue appelait en silence ceux qui portaient une douleur dans leur âme. Un homme qui avait perdu son fils arriva un matin de bonne heure et resta là, sans parler, pendant un long moment. Une mère angoissée par la maladie de sa fille s'agenouilla devant les roses avant le lever du soleil. Une jeune femme qui était tombée en dépression s'assit en silence, les yeux fermés et les mains tremblantes, comme si elle avait besoin de respirer un air différent de l'habituel. Stéphane ne demandait pas d'explication, ne posait aucune question. Il ouvrait simplement la porte. Sa vie, sans qu'il l'ait cherchée, était devenue un refuge. Un soir, en rentrant du travail, il trouva une petite bougie allumée au pied de la statue. Ce n'était pas la sienne, ni celle d'un voisin qu'il connaissait. La bougie brillait tranquillement, sans fondre trop vite, comme si elle savait aussi que cet endroit n'était pas ordinaire. Stéphane s'approcha et l'éteignit avec précaution, pensant qu'il n'était peut-être pas prudent de laisser du feu près des plantes. Mais en retirant sa main, il réalisa quelque chose. Les roses étaient plus hautes, les feuilles plus vertes, et l'arôme était si profond et doux qu'il semblait impossible qu'il provienne de fleurs si jeunes. C'était comme si la vie dans ce jardin grandissait avec une force qui n'appartenait pas à la nature. Cette nuit-là, Stéphane resta assis en face de la statue, écoutant les bruits nocturnes. Le chant lointain d'un grillon, le murmure du vent dans les feuilles, le silence dense de la ville endormie. « Je n'aurais jamais pensé vivre quelque chose comme ça, » chuchota Théil. « Je n'aurais jamais pensé avoir une seconde chance. » La lumière de la lune se refléta doucement sur le visage de la statue. Et bien qu'il sût que c'était de la pierre, il eut le sentiment qu'il y avait de la compassion dans cette expression immobile. Une compassion si profonde qu'elle était capable d'embrasser tout ce qu'il avait été, sa dureté, sa douleur, sa solitude, ses erreurs. Et alors se produisit la dernière chose, la plus inattendue. Un léger mouvement d'air surgit derrière lui, comme si quelqu'un était passé en marchant. Il tourna la tête, confus. Il n'y avait personne, mais l'odeur de rose s'intensifia au point de remplir chaque recoin de sa respiration. Et il la sentit à nouveau. Une présence non visible, non tangible, mais réelle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne put le faire. Ses yeux se remplirent de larmes sans qu'il comprenne tout à fait. Son cœur se mit à battre avec un mélange d'émotion et d'un calme si profond qu'il le désarmait. Et alors il vit, dans le coin du jardin, une silhouette féminine. Pas nette, pas solide. Une silhouette vêtue de lumière bleue et blanche. Elle ne marchait pas, ne flottait pas, elle était juste là, immobile, comme si le monde entier s'était arrêté pour permettre son apparition. Stéphane ne bougea pas, ne respira pas, ne pensa pas. La silhouette le regarda, non pas avec des yeux physiques, mais avec quelque chose de bien plus profond. Un amour qui englobait tout, un amour qui ne demandait rien, un amour qui reconnaissait chaque blessure,
chaque perte, chaque erreur, chaque silence qu'il avait enduré. Et pour la première fois de sa vie, Stéphane sentit qu'il n'avait pas à fuir, qu'il n'avait pas à feindre la force, qu'il n'avait pas à porter le poids du monde. Il s'agenouilla, simplement. Non par rituel, non par coutume, mais parce que son âme l'Y poussa avec la même force qu'un enfant retournant dans les bras de sa mère après s'être perdu. La silhouette lumineuse ne parla pas, n'étendit pas les mains, ne fit aucun geste. Elle fut juste là, présente, chaude, immense, puis, comme si elle était faite de la même lumière qui illuminait les étoiles, elle s'évanouit lentement. L'arôme resta, le calme resta, la certitude resta. Stéphane demeura longtemps à genoux, respirant profondément, les larmes séchant sur ses joues. Quand il leva enfin la tête, la statue était toujours là, silencieuse, entourée de roses qui semblaient plus vivantes que jamais. Il entra dans la maison sans allumer les lumières. Il n'en avait pas besoin. Sa vie n'était plus dans l'ombre. Et bien qu'il ne sût pas ce qui viendrait ensuite, il savait une chose avec une clarté absolue. Ce qu'il avait trouvé sous la terre ce jour-là n'était pas une statue. C'était un appel. Et lui, après tant d'années de silence intérieur, il avait répondu.